Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Plan de match avec mon co-animateur Étienne Dano. Salut Dave! L'épisode d'aujourd'hui est tellement intéressant, je ne sais pas comment tu vas faire pour le présenter. On va y aller direct, on le présente pas. Let's do it! Salut Jordan Lebel, bienvenue au podcast Plan de match. Jordan, je vais lire parce que je veux être sûr de ne pas faire de faute. Tu es actuellement directeur académique du Centre des dirigeants à John Molson, puis tu as un doctorat en psychologie du consommateur, puis tu as fait ta dissertation sur le plaisir de manger du chocolat. Mettons... Dit comme ça n'a pas de l'air trop sérieux, mais ça l'était. Puis là, mettons... On est comme dans le temps de Pâques un peu, puis t'as fait pas mal de routes pour venir me voir, puis je te donne un petit cadeau. J'espère que c'est fait dans le coin, j'espère. Ah, oui. Ben je sais pas si c'est fait dans le coin, mais on fait de la pub, dans le fond. C'est fabriqué au Québec, en tout cas. Parfait. On aime ça comme ça. Ça a de l'air bon, ça. Dans tous les dépanneurs de la région, il y a des Giacomo. C'est pas un commanditaire, là, Dave a payé. Ouais, puis ça, c'était une idée d'Étienne à matin à 7 h avec notre café, on parlait de toi. Puis là, j'ai vu sur ton LinkedIn, puis là, j'ai vu une dissertation chocolat, c'est son idée. Est-ce que tu es content, Jordan? Oui, bien, quand tu as 30 ans, de dire « j'ai fait mon doctorat ou j'ai un doctorat en chocolat », ça fait drôle, ça l'ouvre les portes, ça l'aide à créer des ponts. Bon, maintenant, j'ai 57 ans, mon branding évolue un petit peu. Je comprends. Mais je reste fidèle au chocolat. Ouais. Non, mais c'est super intéressant. Puis, dans une fiche Tinder, ça pognerait. Tu devrais mettre ça sur ta photo de profil. Tinder, là, tu dis, moi, j'ai mon PhD en chocolat. Puis, première question, ta première job, parce que là, tu as étudié beaucoup sur la satisfaction, le plaisir du consommateur, évidemment, de l'individu en tant que tel. Oui. Ta première job, c'était quoi? Puis, t'as-tu été si insatisfait de ta première job que là, tu voulais juste avoir du plaisir? Pourquoi que... Ta première job, c'était quoi? Ben, ma première job, c'est très, très jeune, à 12 ans, petite jobine comme ça, mais pour moi, ça m'a ouvert vraiment sur tout un monde. Je lavais la vaisselle dans une cafétéria institutionnelle. Okay. Et c'était une position que je trouvais fantastique parce que personne ne te porte trop attention, on te laisse tranquille tant que les ustensiles pour la vaisselle sont propres. Ouais. Mais moi, j'observais, puis je trouvais ça fascinant, tout ce que ça prend de produire 1000 repas. On nourrissait comme ça. Puis je me suis dit, waouh, toute la logistique, le travail, la collaboration que ça prend. Puis ça m'a ouvert sur ce monde-là. Puis j'en suis jamais vraiment sorti. Je suis allé faire premier diplôme à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie en gestion de la restauration. Ensuite, j'ai continué à travailler dans les restaurants. J'ai éventuellement travaillé au restaurant Guillaume Tell à Montréal, qui à l'époque était un des meilleurs. C'était un restaurant suisse avec une pâtisserie, etc. Alors, moi, je suis tombé dedans, là, et puis j'en suis jamais vraiment sorti. Et puis après, j'ai continué. Et puis, je voulais vraiment, à vrai dire, tu sais, au secondaire, quand il faut faire un choix de carrière, moi, je suis allé voir mon père, puis le directeur de l'école, j'étais bien sérieux. Moi, je voulais être chef pâtissier. Puis là, personne ne voulait, mon père. Pas question, on a fait un compromis. Bon, tu vas faire le module de gestion de restaurant. Tu sais, ça, c'était comme à l'époque, là, c'était comme plus respectable. Tu sais. Fait que là, quand je suis arrivé pour faire mon doctorat, c'était un peu une façon de faire un pied de nez à mon père. Regarde, m'a finir par faire ce que je veux, m'a finir par jouer dans le chocolat. Et c'est pour ça que j'ai fait, à vrai dire, j'essayais de prouver, d'étudier la relation entre le plaisir qu'on a à consommer et la quantité qu'on va consommer. Parce que à l'époque, au début des années 2000, on était beaucoup là dans cette épidémie d'obésité, etc. Puis là, les nutritionnistes, un paquet d'autres monde disaient « Oh, faites attention, là, les aliments plaisir, là, faut en rester loin. » Puis moi, ça ne connectait pas avec mon vécu, tant à l'ITHQ, à l'Institut de tourisme qu'ailleurs, des cours sur les vins, des cours, même le chocolat. Quand on commence à apprécier le chocolat, on est capable on savoure, on prend le temps. Quand on commence à boire, oui, on va vers des petits vins légers, fruités, etc. Puis quand on s'éduque sur les vins, on commence à découvrir autre chose. Puis moi, ça ne connectait pas, là, cette idée de plus j'aime quelque chose, plus je vais en consommer automatiquement. Pour moi, il fallait qu'il y ait des exceptions. T'sais. Et j'ai employé le chocolat. De dépendance ou d'excès? Oui, bien, une des expérimentations que j'avais faites, c'est que j'apportais aux gens des chocolats que je savais, parce que je l'avais prétesté, qu'ils aimaient très, très peu. Puis j'en mettais une pleine assiette, là, puis je laissais ça sur le coin de leur bureau, puis je revenais à la fin de la journée pour voir combien ils en avaient mangé. Puis il ne fallait pas qu'ils le partagent, là, c'était juste pour eux. C'est du chocolat très amer? Ben, si pour eux, ils n'aimaient pas le chocolat amer, ben, ce chocolat qu'ils n'aimaient pas, c'était le chocolat amer. Okay. Si pour eux, le chocolat qu'ils n'aimaient pas, c'était du chocolat au lait, ben, je leur mettais du chocolat au lait. Et là, la semaine suivante, je faisais l'inverse. Je leur mettais un chocolat qui, je savais, était un de leurs préférés. Là, je comparais la quantité consommée, puis il n'y avait pas de différence.
Il n'y a pas de différence. Et puis après ça, je me suis mis à travailler avec des gens qui faisaient des études en... Ils mangeaient autant d'un produit qu'ils n'aimaient pas qu'ils aimaient. Oui, on trouve ça un peu, c'est contre-intuition, là, c'est contre-intuitif. Mais il y a des travaux, entre autres dans le gambling pathologique, où il y a le concept de ce qu'on appelle « chasing after your loss ». Je vais me refaire sur la prochaine mise. Et c'est un petit peu l'analogie que j'ai fait, c'est que je mange un chocolat que je n'aime pas trop, je le mange un peu là, sans trop m'y attarder, puis au courant de la journée, je m'étire le bras, j'en mange. Puis là, j'en mange un autre dans l'espoir que ça va me satisfaire. Mais ça ne me satisfait pas. Alors, je continue à courir après le plaisir d'une bouchée à l'autre. Alors que le chocolat que j'aime, mais chaque bouchée, j'ai la charge, là, j'ai le plaisir que je recherche. Alors, au bout de 4, 5, 6 morceaux, ben j'arrête. Alors que le chocolat que, finalement, je l'aime pas tant que ça, mais à la fin de la journée, je l'ai mangé 10, 12 morceaux. Mais j'ai une question. Est-ce que ça se transpose dans d'autres types d'aliments ou surtout parce que... pourquoi le chocolat? Alors, parce que, dans le monde académique, on a notre réponse préférée, là, c'est ça dépend. Ça dépend. Ça, c'est quand tu ne sais pas quoi répondre. Il faut faire une autre étude. Il faut l'étudier encore plus. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéressait, c'est sous quelles conditions est-ce qu'on peut jouer avec cette relation-là? Une chose que j'ai découvert, c'est que où est-ce qu'est votre attention? Si vous ne portez pas attention à quelque chose, vous allez machinalement manger, vous ne vous en rendrez même pas compte. On écoute un film, on ouvre un sac là, de petites friandises, puis à la fin de la soirée, j'ai vidé le sac. Je m'en suis pas aperçu. Puis l'autre volet, l'autre facteur qui est assez déterminant, c'est la connaissance. Est-ce que j'ai pris le temps un petit peu, c'est comme du bon chocolat, puis maintenant, là, ce que vous m'avez offert, un superbe emballage, puis il y a de l'information derrière, ça vient d'où, c'est fait par qui? À partir du moment où je m'investis à lire ça, à apprendre un peu. Peut-être dans le cas des vins, il y a des cours qui s'offrent partout sur Internet, sur YouTube, peu importe. Puis on dit, déguster son vin bien, respirer les arômes. À partir du moment où tu fais ça, ta relation au produit, elle a changé. Elle a changé. Et c'est ça qui vient faire que la quantité consommée puis le plaisir, ça ne veut pas dire que plus de plaisir va amener plus de consommation parce que, au contraire, tu vas savourer, tu vas prendre le temps, tu vas apprécier d'où ça vient, tu vas apprécier le travail qui est derrière. Alors, tu n'auras peut-être pas besoin de manger tout le paquet. Oui, c'est vraiment intéressant. Il existe-tu des sommeliers du chocolat? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. C'est vrai, Oui, dans le monde du chocolat. Puis vous savez, puis il faut le reconnaître, puis je trouve ça intéressant. Comment ça s'appelle? Vous m'en avez offert. Est-ce que ça a un nom? Oui, on parle beaucoup sommolas. On parle beaucoup des chomolos. Les chomoliers. des chomoliers. Les chocolatiers artisanaux, on en a beaucoup au Québec. On est chanceux de présentement. Là, on est gâtés. Il y en a plusieurs puis qui gagnent des prix partout à travers le monde. Alors ça, là, moi, j'invite les gens à découvrir un peu ce qu'on fait sur le plan local. C'est sûr qu'il n'y a pas d'arbre de cacao qui pousse ici. Là. On doit importer la fève de cacao, mais il y a des super produits qui sont faits ici au Québec. Il faut vraiment prendre le temps de les découvrir. On pourrait faire un épisode juste sur le chocolat. J'en viendrai vous voir. On était passionnés. Ou on amènera des chocolatiers top pour partager avec nous puis apprendre à découvrir. Puis, Jordan, évidemment, ton parcours est hyper intéressant. Ce qui m'avait aussi qu'est-ce qui a attiré mon attention? En 2006, tu étais enseignant à l'Université Cornell. Oui. Puis tu avais fait un article dans la revue Commerce qui parlait du branding employé, de la marque employeur. Oui. Pourquoi je fais le lien? Parce qu'évidemment, tu travailles beaucoup sur le plaisir, la satisfaction du consommateur, mais on refait ça aussi par rapport à l'employé. Oui. Puis moi, je suis un gars d'RH, évidemment, entrepreneur, puis tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire cette petite twist-là? Puis je savais même pas que tu avais fait ça, puis tu me disais en plus que tu avais fait ça. Fait que là, on est là. Puis c'était en 2006, fait que c'était au début de la patente, là, puis c'était aux États-Unis. Parle-moi de ça. Pour moi, tout court, c'est hyper intéressant, puis je t'écoute. J'étais jeune professeur à Concordia. J'ai pris une petite pause. Je suis retourné à mon alma mater à l'Université Cornell en 2005. Et puis, la revue Commerce m'avait demandé de faire une chronique à chaque mois, tout ça. Puis à chaque mois, j'essaie de prendre un sujet qui, de près ou de loin, se rattachait au marketing, se rattachait au plaisir. Puis, je suis tombé là-dessus sur ce qu'on appelait aux États-Unis le employer branding, la marque employeur. Parce que j'étais à une époque aux États-Unis où là, les problèmes de main-d'œuvre, de recrutement, ça devenait important. Là. J'ai une question. 2006, mettons, est-ce que ça débutait aux États-Unis à peu près? La vague était entamée.
quand on disait employer branding, tout le monde savait un peu. Savait c'était quoi. Mais pour certaines entreprises, c'était très nouveau, c'était très avant-garde. D'autres y étaient depuis un moment. Ouais. Les grandes universités, à cause des enjeux de recrutement, de retenir des bons profs, surtout dans le milieu assez compétitif du Ivy League à l'époque, on a rapidement découvert que de se créer une marque à laquelle les gens veulent s'attacher, veulent connecter. Ça nous permettait de faire du recrutement, ça nous permettait d'améliorer notre rétention aussi. Donc, il y avait toutes sortes de programmes novateurs pour vraiment définir la marque, le branding employeur. Et j'avais fait une chronique là-dessus pour la revue Commerce. Je fais un petit clin d'œil au passage à l'éditrice à l'époque, Diane Bérard, qui m'avait beaucoup coaché, puis qui était prête à embarquer à chaque fois que j'arrivais avec un sujet. Puis elle me disait toujours, dans la revue Commerce, on veut écrire sur quelque chose qui est nouveau, que d'autres n'ont pas écrit dessus. Alors, j'essayais toujours d'attaquer avec un angle différent. Puis je pense que pour les entreprises, puis aujourd'hui, on le voit très, très bien, même nous, que ce soit à Concordia ou ailleurs, de développer une marque employeur à laquelle les gens veulent s'identifier, veulent s'investir avec nous, ça fait toute une différence parce que aujourd'hui, les jeunes, puis j'enseigne à des jeunes au bac puis au MBA, ils n'ont pas de problème à voyager. Ils vont là où la job est, alors qu'à mon époque, on faisait nos choix très souvent. On voulait s'attacher à une entreprise, on visait une ville où on voulait vivre. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, la compétition pour aller chercher le talent est très différente. Puis je pense que la marque employeur devient importante. Est-ce que dans ton article, aussi par rapport à ton expérience, puis moi aussi j'ai mon point de vue là-dessus, est-ce que le branding employeur est surutilisé? Est-ce que certaines entreprises donnent une image un peu fausse de demander à ton employé, dis que ça va bien, à un moment donné. Il sature, je crois. Oui, est-ce que c'est surutilisé un petit peu le concept de marque employeur? Je pense que c'est bien. De donner l'air juste sur la culture, tout ça, mais est-ce qu'il y a un... Tu sais, LinkedIn, on voit de tout, là. Tu sais, tout le monde est le meilleur, tout le monde est numéro un, on en parlait, là. Tu sais, tout le monde est numéro un, tout le monde est le top vendeur, tout le monde est le meilleur. Tu sais, moi, je suis consultant, mais tout le monde est le meilleur, tu sais. À un moment donné, là, tu sais, de faire une image de nous, de l'entreprise, pour vendre, est-ce qu'à un moment donné, on se perd dans ça, comme dans tout? Là, en gros, y a-tu des fake news? Ben ça, parlons de lui. Là. Il y a du greenwashing, il y en a partout de ça. Alors, je pense que des fois, l'exagération... Parce que, puis j'aime bien la question que tu poses, c'est la connexion qu'il peut y avoir entre marketing et RH. On pense souvent que c'est des silos, mais il y a des concepts, il y a des idées qui peuvent aider un l'autre. Oui, tout à fait. Ici, marketing, ça nous amène vers des notions de segmentation, segmenter les employés qu'on peut vouloir cibler pour les attirer vers nous. Mais il peut y avoir de la dérive, effectivement. Puis, moi, ce que je regarde plus, c'est sur le long terme. Est-ce que l'histoire que vous racontez, est-ce qu'elle change à chaque mois? Puis, tu sais, on a des nouvelles valeurs d'entreprise à tous les mois. Là, il y a un drapeau rouge qui monte. Alors que si on a un thème, on est cohérent d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, on voit que c'est pas juste du fluff, c'est pas juste du vernis, hein, qu'il y a quelque chose de fondamental là. Mais ce que j'aime bien aussi, tu sais, on en a parlé, je ne sais plus quand, mais le storytelling, tu sais, si on est capable de se baser sur l'histoire qui sont des faits, tu sais, de voici d'où on part, tu sais, de parler d'histoire puis d'arriver à aujourd'hui. Moi, ça me parle. De dire, OK, c'est une entreprise qui est solide, qui a bâti de telle façon. Tu sais, il n'a pas tourné les coins ronds. Ça a été tough. Tu sais, à un moment donné, d'expliquer que ça a été difficile, puis de dire des moments de faiblesse, tu sais, de l'authenticité. Moi, ça me parle. Mais moi, où ce que, on dirait, je me ventile, mais moi, j'ai de la difficulté des fois, même moi, dans des mandats de recrutement, c'est à un moment donné, il faut donner l'air juste. De se transposer dans le futur, j'ai de la difficulté. Fait que, tu sais, moi, je pense que si j'ai un conseil où ça a donné, là, ça serait plus d'y aller dans d'où tu viens, où ce que tu es actuellement, puis où tu aimerais aller, mais pas où ce que tu n'es pas, là, tu sais. Mais je pense que la notion d'authenticité est très importante ici. Puis là, je vais juste faire intervenir quelque chose parce que ça fait un moment que je le suis. Puis dans mon milieu qui est plus l'agroalimentaire, on le voit très, très bien, c'est l'érosion de la confiance. Il y a entre autres l'entreprise Edelman, qui est une boîte de relations publiques, qui fait un sondage à travers le monde, ou dans plusieurs pays, depuis, je pense, 20 ans, et qui mesure ou qui suit l'évolution ou l'érosion plutôt de la confiance envers les grandes marques, envers les systèmes judiciaires, bancaires, politiques, etc. Et on voit cet effritement, cette érosion de la confiance dans plusieurs domaines. Mais il y a une constante, puis ça, dans mon milieu alimentaire, il y a le Centre pour l'intégrité alimentaire canadien et américain qui suit ça. Et ce qu'on découvre, c'est que là où les gens ont confiance, c'est dans les employés
d'une entreprise en agroalimentaire. Okay. Donc, l'entreprise peut dire, moi, on peut se péter les bretelles, mais si c'est l'employé qui dit, non, moi, ça fait 10 ans que je travaille pour eux, puis j'ai été témoin des investissements qu'ils ont fait, j'ai été témoin combien de sérieux va dans produire nos aliments, etc. Puis je dis aliments, mais ça peut se transposer à plusieurs autres entreprises. Là, l'employé devient un peu ton meilleur ambassadeur. Ouais. Alors, si tu veux le garder, cet employé-là, de t'attarder un peu à la relation que tu as avec. Puis c'est pour ça que je trouve des notions marketing, des notions de plaisir aussi. Ben oui. Comment c'est ça on aussi engage, que je vais aborder. surtout maintenant, post-pandémie, là, nos relations de travail ont bien changé. Ça, donc, on est beaucoup dans la recherche de plaisir, puis on le voit souvent, c'est... Les gens, même en entrevue, sans le nommer, ils cherchent ça. On va avoir du fun. C'est plate. Au dépourvu, là, peut-être des conditions, mettons, de travail, ils vont aller vers, je ne dis pas, différents niveaux, mais le plaisir. C'est pour ça que je trouvais ça super intéressant aujourd'hui de faire le parallèle dans le domaine de l'emploi puis le domaine du plaisir. Même les entrepreneurs, je pense qu'on veut avoir du fun dans ce qu'on fait. Moi, le premier, tu sais, même collaborer avec un client que c'est plate puis que, tu sais, qui te fait, mais honnêtement, même ces temps-ci, je vais changer. La vie est trop courte. La vie est trop courte. Ne pas avoir de plaisir ou de fun dans ce qu'on fait. Moi, je pense qu'il y a du bon dans ça, là, mais ça, il faut doser. Puis je pense qu'il faut aussi, il faut aller au-delà de tout le monde recherche du plaisir. Oui, OK, parfait. Ouais. Au début de ma carrière, c'était le sujet sur lequel je me concentrais. Puis il y a une question bien bête qui me préoccupait, c'est est-ce que tous les plaisirs sont pareils, sont semblables? Dans la littérature, dans le côté académique, en psychologie, ailleurs, on parle du plaisir avec un grand P. Hein? On dit l'être humain est motivé par le plaisir. OK, je veux bien croire, mais au-delà de ça, quand on compare des expériences, quand on parle de différents événements dans nos vies, est-ce que tous les plaisirs sont semblables? Puis là, quand on pose la question aux gens, y a-t-il différents types de plaisirs? Les gens nous regardent, ben oui. OK, on s'entend là-dessus. Et là, la question à 100 000 morceaux de robot, là, c'est quoi les différents types de plaisirs qui existent? Et j'ai fait une série d'études là-dedans, puis c'est drôle parce que les études que j'avais faites étaient vraiment à questionner des gens, faire des sondages avec des différentes tâches où on invitait les gens à venir nous parler. Puis après ça, en neurologie, on a découvert qu'effectivement, le cerveau ne traite pas les expériences de plaisir de la même façon. Il y a différentes signatures neurologiques à différentes expériences. Et dans un des papiers que j'avais publiés, il y a 4 types de plaisirs fondamentaux. Puis on peut penser même à un 5e ou 6e si ça fait votre affaire. Là. Dans le monde des RH, peut-être qu'il y en a d'autres aussi. Mais le plaisir sensoriel, de boire quelque chose de chaud quand on a froid, quelque chose de fort, le toucher, etc. C'est ce qui est vraiment très mené par les sens. Le plaisir plus esthétique, émotionnel, d'aller, vous parliez de musée tout à l'heure, quand on va au musée, s'exposer à l'art, ça vient souvent chercher des émotions fortes. Pourquoi on va voir des films d'épouvante? Parce qu'on crée des émotions comme ça. Le plaisir social, de connecter. Puis le plaisir social, c'est un drôle de plaisir parce que ça peut être de dire, j'aime ça être en gang, puis on sort entre amis, on partage une bonne bouffe. Mais ça peut être aussi le plaisir d'être à la maison. Ça, un soir, là, c'est me time. Je déconnecte, puis je veux juste la sainte paix. Mais ça aussi, c'est une forme de ressourcement. La solitude peut être un plaisir social. Oui, c'est ça. Moi, je le pense. Mais ça peut être à l'inverse un fléau. Mais mais si c'est volontaire. L'isolation, etc. Si c'est volontaire. Si c'est volontaire. Et puis finalement, le plaisir, puis ça, le dernier me passionne beaucoup, c'est le plaisir intellectuel, mais intellectuel, accomplissement. On se donne un défi. Ça peut être, moi, là, je vais aller au gym 3 fois semaine. OK, c'est un défi. C'est pas tellement intellectuel, c'est juste le challenge, de surmonter un obstacle, de se prouver qu'on est capable. Pour certains, je vais aller gravir une montagne, ou enfin, peu importe. Fait que ça a souvent un rapport au sport. Sport, mais aussi de se donner un défi. Ça peut être dans le milieu académique. Ce semestre-ci, je vais me forcer pour avoir une meilleure note. OK. Ce semestre-ci, c'est drôle, mes étudiants m'ont remis leur papier hier. Le deadline, ils devaient donner leurs travaux pour 5 heures. Pour la première fois, ça fait 34 ans que j'enseigne. À 1h de l'après-midi, tous les papiers étaient rentrés. Je me suis dit, wow, ça, c'est fort. Il y en a qui sont mis un défi, là, on n'attendra pas à 4h59. Donc, ça peut juste être ça. C'est de se donner un petit défi puis de se prouver qu'on est capable. Puis, il y a quelques années, je donnais une présentation comme ça, puis il y a quelqu'un dans la salle, un entrepreneur, qui me dit, moi, je peux penser à une autre forme de plaisir. OK, c'est quoi pour vous? Il dit, le plaisir spirituel. Puis, il dit, je veux pas l'associer à la religion. Non. C'est juste un plaisir de recueillement, de réfléchir à des choses plus grandes que soi. Donc,
c'est un petit modèle, moi, qui m'a beaucoup aidé à réfléchir. Puis dans un contexte, que ce soit académique, dans de branding employeur, on peut se poser la question, moi, à mes employés, moi, à mes consommateurs, quelle combinaison de plaisir est-ce que j'offre? Wow. Est-ce que je peux ajouter un petit peu de plaisir social? Surtout maintenant, post-pandémique, on souffre tout un peu d'isolement, on travaille à la maison. Comment on fait pour reconnecter dans le plaisir social? Là? Hier matin, on faisait un événement chez nous. Tout le monde me dit, il n'y aura jamais personne à 10 h un lundi matin. Voyons donc, les étudiants ne se lèveront pas. On a fait ma patronne s'appelle Darlene et elle est friande des beignes. Alors, on a fait Donuts with Darlene. Et on a un chien de thérapie, cool. Nous, à Concordia. Alors, j'ai fait venir Newton, qui est mignon comme tout. Newton. On s'est ramassé avec 30... Newton. On s'est ramassé avec 30 personnes. Wow. Puis, je regardais, puis les gens, c'est comme, hey, c'est le fun qu'on puisse se voir, là, parce qu'on est toujours en Zoom, on court entre 2 classes, entre 2 meetings. Fait que juste d'ingénierie, des petites expériences comme ça a son pesant d'or, ça motive, puis ça vient raffermer, solidifier les liens. Parce que je pense que la culture d'entreprise, maintenant, elle doit être approchée de façon différente. Les outils, les modèles qu'on avait... C'est très technique. La façon que tu... en fait, on peut y aller avec une méthode quand même assez claire avec tes 4 thèmes que tu utilises. Est-ce qu'on devrait dire ma culture d'entreprise? Est-ce qu'elle répond à la satisfaction sensorielle puis à ce point-là? Ou on peut juste réfléchir dans la panoplie de bénéfices, d'événements, d'activités que j'organise avec mes employés. Est-ce que je suis capable de mix and match? De faire quelque chose, par exemple, qui vient mettre mon équipe au défi, là, de voir s'ils peuvent travailler ensemble, d'accomplir, d'aller chercher un plaisir plus accomplissement intellectuel. Ça peut être quelque chose à faire. Ou de dire comment on apprend à travailler ensemble, partager un repas. Ça, l'alimentation, là, ça nous permet de se retrouver puis de connecter. Alors, est-ce que j'ai utilisé les bons leviers pour aller chercher ces formes de récompense, là, dans le fond? C'est vraiment intéressant. Tu serais d'accord de dire que la culture d'entreprise est directement reliée à la recherche de plaisir d'un employé ou de satisfaction? Là, les gens dans le monde académique, là, on a de la difficulté à faire des grandes généralisations comme ça, mais je vois moi, je serais presque d'accord. Où tu veux en venir, effectivement. Je pense qu'il y a d'autres outils aussi qu'on peut utiliser, mais de réfléchir, de dire, est-ce que moi, dans ce que j'offre à mes employés, est-ce que je suis capable d'assaisonner ça un peu? C'est beau, là, la rémunération, tous ces programmes-là, c'est essentiel, c'est important. Tout à fait. Maslow, à la limite, là. Mais je pense que là, on est beaucoup dans... Mais Maslow, il y a vraiment toute une échelle, toute une couche, là, belongingness, hein, de se sentir intégré, de se sentir d'appartenance, de sécurité, tout ça. Tout à fait. Puis j'ai écouté un documentaire dernièrement qui parlait de la dopamine. Puis j'ai écouté ça avec ma fille parce que ça parlait du téléphone. Oui. Là, je change mais ça fait un lien quand même. Puis là, l'effet de la dopamine, la recherche de dopamine, puis la récompense. Puis là, ça l'expliquait que la récompense, c'est même plus, dans exemple, d'avoir une notification, c'est de penser à aller faire, à créer un post. Juste ça, de penser de faire un post, ça en était un, puis il y a des étapes de récompense. Moi, c'est ça qui me fait capoter un peu, même pour les employés. Est-ce qu'on est beaucoup dans la récompense rapide, immédiate pour avoir le plaisir? Puis ça revient un peu à la consommation de nourriture. Au travail aussi, la récompense, que ça aille plus vite, d'avoir tout de suite demain matin, partir à son compte, ou d'avoir une croissance trop rapide. Est-ce qu'on veut tout de suite la récompense? Écoute, là tu parles à un éducateur, puis c'est des conversations qu'on a dans les universités, dans les écoles. L'immédiaticité avec laquelle plusieurs de nos jeunes ont été élevés. On a appris que en 24 heures, je peux avoir ce que je veux avec Amazon. Je peux trouver n'importe quelle information. Aujourd'hui, d'amener l'étudiant à faire preuve de pensée critique, de faire de la recherche, nevermind, oublie d'aller en bibliothèque. Il n'y a plus personne qui fait de la bibliothèque. Je fais une petite recherche Google, puis moi, je dis aux étudiants, dépassez la première page de résultats. Non, maintenant, c'est ChatGPT. Oui, c'est ça. Tu y dis. Puis même ChatGPT, le AI slop, puis il y a des côtés négatifs. Comment on développe la pensée critique à travers ça? Donc, il y a des grandes questions puis on le voit dans toutes les universités. Nous, on a des politiques, on essaie de travailler avec les étudiants pour justement les amener à... J'ai rien contre les récompenses, je dirais, instantanées ou le petit feel-good là, qui vient... j'ai fait un post, puis il y a 200 personnes qui ont fait un like. Là. Bon, je comprends ça. Mais la vie, c'est pas que ça. Hein? Parce que si c'est juste ça qu'on recherche, la journée où il arrive vraiment
vraiment une difficulté là, qu'on n'a jamais eue. Exactement. On va avoir de la misère à passer à travers. Donc, il faut construire cette résilience-là. Oui, de la résilience. Puis tu dois apprendre à travailler pour avoir des choses qui en valent la peine, tu sais, à un moment donné. Puis c'est ça, je reviens au marché du travail. Tu sais, j'entends beaucoup de clients qui parlent un peu de ça, tu sais, avec les nouvelles générations. Parle-moi donc aussi des générations. Les générations. J'aime ça comment tu me regardes. Là, tu assumes que je suis un baby boomer. Ou que non, moi, je fais partie de la Non, j'assume que tu es spécialiste. Monsieur un vieux dinosaure. Monsieur le vieux dinosaure. Non, tu as une autre génération qui côtoie la jeune génération. Non, pour être bien honnêtement. C'est ça que tu veux dire? Non, moi, je suis pas spécialiste. J'ai bien compris. Ouais. D'être un spécialiste. Les générations, là, est-ce qu'on doit vraiment se soucier de ça, de la façon qu'on interagit avec nos enfants ou les employés? Tu sais, est-ce que vraiment, là, on se casse trop la tête ou il y a vraiment des tendances ou on exagère en disant, tu sais, on fait des strates, là, vraiment, lui et de même. On applique une stratégie de ressources humaines appliquée, tu sais, pour telle génération, telle. Non, je pense qu'il y a quelque chose. Certainement, en marketing, on se doit d'y faire face. Pour la première fois dans l'histoire, en marketing, on a 5 cohortes générationnelles sur le marché. On a le baby boomer, la génération X comme moi. Baby boomer, si tu veux, juste pour ceux qui écoutent. Là, 70 et plus, là. Okay. Bon, c'est mon père. J'ai 57, génération X. Moi, je suis juste au tournant, là, 1968. Après ça, on a eu la génération Y, la génération Z à laquelle j'enseigne présentement. Donc, moi, je vieillis, mais à chaque année, moi, les étudiants ont entre 18 et 20 ans. Ça me garde jeune d'un côté. Et là, on a la génération Alpha. Et pourquoi c'est important? C'est parce que les plus vieux Alpha, cette année, au Québec, ont 13 ans. Ben, pas juste au Québec, là. Et au Québec, à partir de 13 ans, on peut faire une certaine forme de marketing. Donc là, tout à coup, les professionnels du marketing réalisent qu'on a 5 cohortes générationnelles et on ne parle pas à un baby boomer comme on va parler à un alpha, un Z, etc. Et, bon, et même encore plus, dans mon domaine de l'agroalimentaire, vous demandez à un baby boomer, qu'est-ce que c'est manger santé? Ben, il va vous donner une réponse. Vous demandez à une génération Z, il va vous donner une réponse qui parfois peut être très différente. Est-ce qu'il y a une façon de s'adresser, oublions le marché de l'emploi, là, mais si on veut vendre un produit d'alimentation, c'est vraiment y a-t-il un moyen de s'adresser à tout le monde en même temps, tout le temps de la même façon, puis ça marche? Il y a des vecteurs qui coupent à travers les cohortes générationnelles. Je pense à tout ce qu'on appelle, passez-moi l'anglicisme, le convenience, la praticité. Tout le monde est à la recherche de convenience. Les façons de gagner un peu de temps, pas trop passer des heures en cuisine, puis quand même avoir quelque chose de savoureux. Toutes les applications, tu sais, c'est tout ça. Tout à fait. Le air fryer. Oui. Non, mais j'ai acheté mon premier air fryer il y a 3 mois. Ça a changé ma vie. Ah bon. Moi, c'est ma blonde qui est arrivée avec ça, il y a 1 an. Là, bon, tu veux, c'est pas tant que ça. Ta blonde et lui, pas la même génération? Ouais, on peut apprendre un vieux dinosaure des nouveaux trucs. Toi, t'en as un air fryer. Air fryer, ben oui, certain. C'est quoi l'autre bébé, là, qui fait tout en même temps? Le robot chef, moi, je n'ai jamais. Oui, moi, je suis encore au vieux Vitamix, puis ça fait un job, puis moi, tout blend là-dedans. Moi, j'ai mon four. mais tu dis mais je pense qu'il faut en être conscient. Je regarde, nous, j'étais sur des comités d'embauche à l'université. Ce qui simplifie la vie, dans le fond, tout le monde cherche ça. Ben, oui, mais encore là, il faut savoir qu'est-ce qui est convenience. Qu'est-ce qui est, pour un jeune, convenience, ça veut dire je suis capable de l'accrocher entre 2 cours. OK, fait qu'il faut que ce soit portable, faut pas que ça dégoûte partout. Pour quelqu'un de peut-être un peu plus âgé, convenience, ça veut peut-être dire autre chose. Donc, c'est ça c'est les nuances qu'il faut venir comprendre pour être capable de viser dans le mille. OK. Je t'ai parlé tantôt du télétravail. Tu sais, on en a parlé, je parlais de ça avec Jonathan tantôt. Le télétravail, tu sais, il y a une nouvelle réalité, tu sais. Tu vas avoir des fois 1 ou 2 ou 3 personnes qui vont travailler ensemble. Tu sais, si on habite avec son chum, sa blonde, peu importe, on travaille ensemble. Bon, dans notre maison, tu sais, puis on a des besoins qui vont être en croissance, j'imagine, parce que là, tu veux peut-être plus de confort, tu travailles de la maison. Mettons, dans le domaine de l'alimentation, là, tu sais, spécifiquement, parce que ça me parle, parce que ça a un parallèle aussi avec le marché de l'emploi et la santé, tu sais. Est-ce que les gens, peut-être, mangent plus rapidement, ils travaillent en même temps sur le pouce,
Oui, ben on peut s'imaginer qu'il y a des comportements qu'on va développer, manger en travaillant, puis je suis coupable, je le fais. On le faisait aussi au bureau, mais là, peut-être que... Ça prend un autre ordre de grandeur. Moi, je pense qu'il y a plusieurs changements durant la pandémie qui sont installés. On en comprend certains, puis je pense que ça va prendre encore plusieurs années avant de vraiment sentir l'ampleur, de prendre acte ou de bien pouvoir mesurer l'ampleur de tous ces changements-là. On parlait tout à l'heure du sentiment d'isolation, d'isolement. Ça, c'en est un. J'ai fait des travaux pour des entreprises en agroalimentaire. Au début de la pandémie, les ventes de soupe Campbell ont décollé. Bon, pourquoi? Parce que la soupe, ça se mange bien en lunch, mais la soupe Campbell, on a tous des recettes qui disent une canne de crème de champignons, crème de brocoli, peu importe. Alors, ça rentre dans la composition de plusieurs repas. Puis là, les gens retournaient à la maison, ils cuisinaient. Bon, donc, c'est réconfortant aussi. C'est réconfortant. Puis les ventes de soupe ont augmenté. On commence à revenir au travail, on commence à réintégrer le milieu du travail et on délaisse peut-être un peu la maison. Les ventes de soupe commencent à descendre. Ah, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on cuisinait plus dans le temps parce que là, on retourne au bureau, puis là, on est peut-être tanné de manger de la soupe. Puis là, chaque ménage a à peu près 12 recettes là, à travers lesquelles on passe. Là. Si c'est lundi, ça doit être... Ou si c'est jeudi, c'est des tacos, puis bon, etc. Alors, là, tout à coup, on vient au travail. Les ventes de soupe descendent. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Et avec Campbell, on avait fait un projet il y a quelques années à savoir... C'est quoi la définition d'un repas maintenant? Dans ce contexte-là, dans ce contexte où tout le monde est à la maison, tout le monde fait sa petite affaire. Puis là, on a découvert qu'il y a beaucoup de repas qui sont asynchrones. Individuels. Que tout le monde mange en même temps, là, une famille de 4-5 qui s'assoit, puis on mange à la même heure. C'est de plus en plus rare, malheureusement, et j'entends déjà mes amis nutritionnistes qui disent, ben oui, puis ça fait partie du problème. C'est vrai. Puis c'est plus cher, j'imagine. Oui, d'être cuisiné individuellement. Il y a un prix à payer pour cette convenience, pour tout ça. Alors, je pense que la pandémie est venue bouleverser plusieurs de nos habitudes, est venue créer certains problèmes. Ce matin, j'étais chez Makiro parce que j'ai des problèmes de dos, rester assis toujours devant un écran sans moins bouger. Alors ça, c'est tous des impacts là, qu'on commence à bien mesurer. Mais à t'écouter, tu me parlais par rapport à la soupe Campbell. Est-ce qu'on mangeait mieux dans le temps de la COVID? Dans le sens, j'ai juste... Là, il y a des sondages qui sont faits justement sur la qualité de notre alimentation. Des produits achetés ou vendus, puis effectivement, on sait que avec la pandémie, des fois, on grignote un peu plus, surtout quand on travaille à la maison. Hein, le frigo, il faut être très discipliné là, pour ne pas se lever à chaque demi-heure ou à chaque fois qu'on a un petit moment, puis aller fouiner dans le garde-manger. Mais on a rencontré aussi Paul Brisset, que lui, il est propriétaire d'une microbrasserie. Il disait que dans le temps de la COVID, les gens étaient un peu plus épicuriens. Tu sais, la microbrasserie, est-ce que... Dans son exemple à lui. Oui, dans son exemple à lui. Est-ce que, mettons, on était plus épicurien à l'époque du télétravail? Les gens prenaient le temps de magasiner, c'est ça qu'il disait. Prenait le temps de faire autre chose. Celui-là, oui, c'est ça. On ne pouvait pas sortir, c'était difficile d'aller au restaurant. Alors, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Rester à la maison, on se désennuie, on cuisine avec les enfants, peut-être. Ça fait une activité familiale. Est-ce qu'on était plus épicurieux? Est-ce qu'on l'est moins? Je sais qu'à parler avec des amis en restauration, il y a un gros enjeu qui se dessine. Maintenant, on a aussi tous ces services de livraison à domicile. Alors, comment on ramène le client en salle à manger pour une microbrasserie ou pour d'autres? Ça devient un peu un enjeu. Il faut leur donner vraiment une bonne motivation pour... OK, j'enlève mon jogger, là, j'enlève mes sweatpants, mon pyjama, puis je me mets sur mon 36, puis je sors pour aller manger. Il y a des entreprises maintenant, il y a belle lurette que des entreprises comme Pizza Hut, maintenant, quand ils ouvrent des nouveaux restaurants, il n'y a pas de salle à manger. C'est des points, c'est des trucs satellites pour alimenter les services de livraison. Alors ça, c'est venu changer, bousculer un peu nos habitudes. À l'intérieur de ça, est-ce qu'on est moins aventureux? Est-ce qu'on est moins épicurien? Peut-être, puis il y en a peut-être qui le sont. J'aimerais penser qu'on l'est encore un peu. Je trouverais ça désolant de dire on est plus porté vers l'aventure épicurienne ou culinaire. J'ai pas vu de sondage qui le démontre fermement où est-ce que ça s'en va. Mais oui, ça peut être. Puis peut-être que là, il y a une entreprise pour certaines, il y a une opportunité pour certaines entreprises. Si on veut aller chercher une clientèle qui justement veut rester un peu branchée sur son alimentation, bien, c'est un segment de marché. Ça revient un peu à la recherche de plaisir. Dans le temps de la COVID, on est isolé, on ne sait plus quoi faire, on ne sait même plus où dépenser notre argent, il n'y a rien à faire. Peut-être que là, on va investir plus dans l'alimentation, c'est un peu ça. Là. Je pense, moi, je l'ai vécu. Je pense que j'achetais des produits peut-être plus de qualité, puis j'en profitais. On avait juste ça à faire. Ben oui, puis
prenait peut-être un peu le temps de jaser, de se retrouver. Puis je pense que ça souligne ça. Tout à l'heure, on parlait de différents types de plaisirs. L'alimentation, c'est pas juste sensoriel. C'est de prendre le temps de, je découvre une nouvelle recette, je cuisine avec mes enfants, conjointes, etc. C'est plus que juste du plaisir gustatif, là, puis d'ingérer des calories. Alors, je pense que ça, il faut pas le perdre de vue. C'est triste si on le perd de vue. Tant qu'à parler de marketing alimentaire, si tu me le permets, Dave, c'est quoi les je sais pas s'il y en a, s'ils sont répertoriés, mais les grandes qualités qui font qu'un consommateur va choisir plus un produit qu'un autre. Tu sais, la couleur de l'emballage, l'endroit où il est situé dans l'épicerie, des trucs comme ça. C'est ta spécialisation, ça? Je vous dirais... marketing des toutes ces réponses. Toutes ces réponses, c'est ça. Toutes ces réponses. Mais est-ce qu'il existe, comme tu es tantôt, tes catégories de plaisir? Est-ce qu'il existe plusieurs catégories de positionnement? Oui, il y a des trucs. Oui, tout à fait. Où on va être situé à l'épicerie, l'emballage. Vas-y, on veut t'entendre là-dessus. On parle souvent de la règle de 2 secondes. Quand un consommateur arrive dans une allée d'épicerie, tu as 2 secondes pour attirer son attention. Alors, ça va être avec la couleur, ça va être peut-être des petites étiquettes, là, des shelf talkers qu'on appelle dans le milieu. Faut vraiment miser juste. Puis, il y a un enjeu, là, parce que en épicerie, on doit acheter l'espace de tablette. Hein. Ça, on n'en sort pas. La hauteur et tout. Attends une minute. Explique-moi comment ça fonctionne réellement. Si moi, j'ai un produit à vendre, t'achètes l'espace. C'est pas juste ça, c'est que je dois déjà être reconnu comme un fournisseur. Donc, déjà, là, il y a une démarche à entreprendre. Ensuite, ça, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ensuite, c'est sûr que si je ne suis pas un produit connu, on ne me donnera pas nécessairement le plus bel espace en rentrant, très visible. Si je veux cet espace-là pour lancer un produit, par exemple, je dois l'acheter. C'est des frais promotionnels, c'est des frais de tablette, etc. Et là, il faut frapper fort. Et on aimerait avoir un produit large, donc qui va être visible. Mais plus il est large, plus ça va vous coûter cher d'espace de tablette. Parce que les épiciers, c'est la vente au pied carré, pas au pied linéaire. Le pied linéaire, c'est un pied par terre, mais si tu as 6 tablettes, tu as 6 pieds carrés. Ils sont payés au nombre de pieds linéaires et pas nécessairement à la quantité vendue. C'est-à-dire, si moi, j'ai un produit, là, comme ici, le produit que vous m'avez offert est quand même assez large. Puis on ne veut jamais en avoir juste un. On va en avoir minimalement 3, parce que là, c'est plus visible. Donc, si je dois acheter 3 largeurs, et ça, on appelle ça un facing. C'est ce qui fait face au consommateur. Plus ton facing est large, c'est de l'espace de tablette, c'est du real estate, c'est de l'immobilier. Alors, c'est fou, hein? C'est vraiment de l'immobilier. Alors, quand je décide mon emballage, il faut que j'ai des couleurs qui attrapent, qui attirent l'attention. Il faut que le consommateur comprenne rapidement. Puis là, de plus en plus, on a de nouveaux règlements. Il va falloir indiquer les teneurs en sodium, etc. Tout ça, ça s'en vient, c'est déjà là. Après, on veut vraiment... Fabriqué Canada, là. Oui, on a tous ces logos-là, ce qu'on appelle les front-of-pack logos. Puis là, on commence même à parler de logo fatigue. Je montre à mes étudiants une entreprise sur le produit, il y a 7 logos. 7 logos, ça commence à être beaucoup à déchiffrer. Ça, la fatigue des logos. La fatigue des logos. Oh, wow. Puis on utilise aussi des couleurs, mettons, un logo qui veut rien dire vert, tu penses à santé, mettons. Tu l'associes à santé débile, ou environnementalement, Puis ça, le logo veut rien dire, tu sais. Quand j'étais étudiant au cégep, je travaillais dans un dépanneur. Je me rappelle que le propriétaire me disait « T'as pas le droit de mettre la Molson là, parce que c'est la Labatt en rentrant. Moi, c'est le deal, j'ai avec la Labatt, la Molson est dans le fond. » Ça, c'est fou, là. Ça, c'est des échanges. Et genre, je vais te donner tant de caisses gratuites pour avoir la meilleure spot. Je vais payer ton frigo. Ah, je vais payer ton frigo. Ah oui, OK. Ça pouvait aller jusque-là. Wow. Maintenant, on est un peu plus... on fait un peu plus attention à ces pratiques-là, mais oui, ça peut... Payer ton frigo. Oui, je vais en payer une partie, là. Alors, fait que tout est réfléchi dans une épicerie? Ah oui, je veux dire, il y a quand même des choses qui arrivent un peu par accident, là, mais oui, tout est réfléchi. Le positionnement aussi à l'arrière, à l'entrée, tout ça. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un planogramme. Donc, un layout. Tout le monde en veut, tu mets ça dans le fond. C'est ce qu'on appelle les power items, parce qu'on sait que vous allez traverser un enjeu, puis c'est drôle parce que tout à l'heure, on parlait de segmentation de marché, on sait que si on étudie les comportements des gens là, à l'épicerie, qu'on fait juste regarder comment ils se promènent. On est capable de typer les gens. Alors, il y a ce qu'on appelle le dipper. Le dipper, c'est la personne qui ne fera pas toutes les allées. Il va laisser son carrosse au bout de l'allée, puis là, il va faire rapidement un saut dans l'allée pour aller chercher le produit qu'il connaît. Tu fais ça, toi? Moi, je suis le dipper. Moi, je fais tout. Mais moi, j'aime aussi parfois, justement, tout faire pour voir, prendre des photos, montrer ça à mes étudiants. Donc, ça, c'est des enjeux, parce que ce qu'on sait qui est au milieu des allées,
ben là, les marques vont dire, ben là, on est défavorisés. Nous, il faut trouver une façon de ramener les gens dans le milieu de l'allée, à ce qu'on appelle le center aisle. Alors, il y a des marques comme Kraft et compagnie qui sont souvent dans le center aisle, qui vont développer des stratégies et qui vont vendre ou qui vont donner ces stratégies-là aux supermarchés. Bon, on sait que c'est un enjeu de ramener les gens dans le milieu des allées. Voici ce qu'on vous propose. On vous aide. On va faire un beau présentoir avec de la lumière, de la musique, on va tout attirer tout le monde. Puis là, on va venir travailler avec le détaillant pour justement faire lever les ventes. Pour que le consommateur aille plus loin dans le rangée. Oui, tout à fait. Il reste plus longtemps. Toutes sortes de stratégies. Moi, les expressions que j'adore, il y en a une, c'est own the trip. C'est-à-dire, chaque fois qu'on va à l'épicerie, on a une mission. Hein? J'ai 5 minutes, puis il faut que je trouve de quoi souper. C'est ça la mission. Ou j'ai des amis qui viennent samedi soir, je veux impressionner à la galerie, bien, ça, c'est une autre mission. Alors, pour le détaillant, c'est de comprendre le trip, le voyage à l'épicerie. C'est quoi la mission? Puis de me l'accaparer, de dire, OK, je sais que tu viens pour préparer un barbecue samedi. Je vais m'arranger pour tout te rassembler, tout t'offrir pour qu'il ne te manque rien. Dans l'esprit, puis une autre expression de l'industrie, grow the basket. Faire croître le panier pour que, tu as acheté du saumon. OK, mais si je mets les citrons à côté du saumon, ou des câbles, ou la nette, enfin, peu importe, il y a plus de chances que tu en mettes dans ton panier. Donc, ça, c'est dans l'esprit de grow the basket. C'est deux expressions que je trouve fascinantes, ça, du milieu de. Est-ce que si je te mets dans l'entrée d'une épicerie, tu regardes la première minute. Je regarde tout. Non, mais ça me prend 3 heures de sortir l'épicerie. Tu es capable de me dire que, tu sais, lui, c'est quoi son... Sans nécessairement dire que c'est pour un barbecue, là, mais son objectif est venir pour la semaine ou il venait juste pour un repas? On le voit de la façon... Tu sais, il y a des gens qui vont rentrer, puis bang, là, ils s'en vont à toute vitesse, ils savent exactement. Je vais chercher ma pinte de lait, puis parlez-moi de rien d'autre. Mais toi, quand tu rentres, des fois, tu te mets à analyser ou... T'as un toc, là, de commencer à le suivre. Ça, c'est nouveau cette semaine. Ou, non, mais ils ont fait ça comme ça. D'un client, puis de le suivre. Non, mais ça m'arrive. Écoute, des fois... Ça, c'est complètement fou. Non, mais moi, je suis fasciné. On le réalise pas. Puis des fois, je veux pas être méchant, ça va sonner un peu méchant, mais il y a pas longtemps, il y avait un papa puis sa petite fille, puis la petite fille était dans le carrosse, puis là, le papa était au téléphone, puis la petite fille, je pense qu'elle voulait juste l'attention, tu sais, puis le papa, puis là, j'avais le goût d'aller taper à l'épaule du papa, dire « Hey! Porte attention », parce que nos enfants apprennent, tu sais, des choses. Mais oui, des fois, on peut voir les comportements des gens, tu sais, il y en a que, bon, je viens chercher une chose, je veux rien savoir du reste, puis d'autres, ils vont s'attarder, ils ont le temps, c'est un plaisir aussi d'aller à l'épicerie. Moi, des fois, je regarde qu'est-ce que les gens ont dans leur carrosse. Là, puis ça peut être inspirant. Oui, on peut juger, on peut s'inspirer. Des fois, les emplacements dans l'épicerie, tu te questionnes-tu? Mettons, tu arrives d'une épicerie, je vais donner un exemple, mais tu es arrivé hier, je suis allé, quand on s'est croisés, j'arrivais de faire une commission à l'épicerie, puis eux, le pain pain qu'eux font, la boulangerie, il n'est pas en même place qu'ailleurs, que je vois d'habitude, facilement. C'est le métro Bel-Air. Il faut que tu ailles... Bonjour aux gens du métro Bel-Air. Oui, c'est ça. Non, mais super sympathique. C'est une très belle épicerie, mais il faut que tu t'en ailles vers la bière, tu sais. D'habitude, la boulangerie, tu t'en vas où il y a la charcuterie, où ça va être proche de ça. T'as raison que c'est... Généralement, les bannières ont ce qu'on appelle un planogramme standard, c'est-à-dire voici comment on va disposer les différentes catégories, là, les différentes sections. Il y a plusieurs années, la section qu'on voyait en première place, quand on arrivait dans l'épicerie, c'était les fruits et légumes. Le thinking, la rationale, à ce moment-là... il y en a encore beaucoup, que c'est ça. Oui, il y en a encore beaucoup, que c'est comme ça. Le rationnel, c'est que, bon, les gens voient ça sent bon, c'est frais, c'est coloré, ça nous met en appétence. Hein? Parce qu'on sait, c'est ce qu'on appelle la réponse de la phase céphalique, c'est que quand on respire une bonne odeur, on commence à saliver. Ça nous met en appétence. Fait que là, je vois des beaux fruits et légumes, j'en achète plein, je me donne bonne conscience. Puis là, j'arrive, là, je fais le tour, là, c'est la pâtisserie, les pains cuits sur place ou les gâteries, etc. Là, j'ai acheté plein de fruits et légumes. Je peux me permettre le Oreo double crème ou le gâteau au fromage, enfin, peu importe. Donc, ça, c'était un peu le thinking. Et là, on a vu, parce qu'on parlait tout à l'heure des changements, les aliments préparés. Alors maintenant, on voit souvent en pôle position ces grands buffets là, de prêt à manger, prêt à emporter. Sur l'heure du lunch, les gens vont passer, ramasser quelque chose. Alors, on voit souvent ça en première place. Et ça vient chercher un nouveau phénomène, c'est que l'épicier, maintenant, ne compétitionne pas juste avec d'autres épiciers, mais compétitionne avec les restaurants. Donc, l'épicerie devient restaurant, le restaurant devient épicier. Et aux États-Unis, on parle même de ce qu'on appelle, c'est un phénomène qu'on appelle le grocerant, le grocer restaurant.
Et on parle, ce créneau-là, là, on le nomme le troisième secteur de l'alimentation. Le premier, c'est l'alimentation au foyer. L'alimentation hors foyer. Quand on combine les deux, c'est le grocerant. Il y a maintenant des conférences, des magazines, des sites web pour les grocerants, la mise en marché, l'approvisionnement. Whole Foods, moi je suis fasciné par Whole Foods parce qu'il y a des endroits à Atlanta, entre autres, à côté du Whole Foods, il y a un restaurant qui est complètement géré par Whole Foods parce qu'ils savent très bien que vous venez faire votre épicerie, peut-être que vous avez faim, les gens passent par le restaurant, vont faire leur épicerie ou font leur épicerie puis ils veulent grignoter quelque chose ou ramasser quelque chose. Alors, ça devient tout intégré. Le principe des sacs, je ne sais pas c'est quoi les franchises, sacs à l'intérieur d'une épicerie, c'est tout combiné. La pharmacie à côté de l'épicerie, c'est ça. La SAQ, tu veux dire? La SAQ, OK, moi, je pensais à un sac d'épicerie, excuse-moi. Non. mais ici, la rivette des sacs. Ça, c'est des offres complémentaires, mais ici, ce qui est intéressant, c'est vraiment le restaurant qui compétitionne avec l'épicerie. Parce qu'avant, l'épicier, dans sa tête, là, vous parliez à un épicier, là, moi, je suis métro, je compétitionne contre IGA, peut-être un petit indépendant. C'était mon univers. Maintenant, mon univers, c'est plus ça. Là. T'as raison. Mon univers, là, c'est toutes les entreprises qui font de la livraison à domicile, qui viennent gruger des dollars de votre budget alimentaire. Oui, puis tu sais, des fois, on se prend, tu l'as dit tantôt, il faut choisir un souper pour la famille en 5 minutes. Là. Ben, c'est tout le temps ça. Moi. Est-ce que j'arrête à l'épicerie ou chercher quelque chose? C'est carrément en compétition. Puis on le voit avec les jeunes, ça, même nous à l'université. Presque une fois sur deux, j'ai cette réflexion-là. Oui, vous n'êtes pas le seul. C'était pas comme ça avant. À travers ça, on a aussi un autre phénomène, c'est l'effritement un peu des connaissances culinaires. Hein. Il y en a qui... Puis on le voit, puis on n'est pas la seule université, là, toutes les universités le font. On offre en première année des espèces de petits cours, des petits trucs aux étudiants pour aller faire leur épicerie. Parce que souvent, plusieurs vont quitter le foyer pour la première fois. Tout à coup, ils se ramassent dans une grande ville, doivent faire leur épicerie, doivent apprendre à cuisiner pour eux-mêmes, puis ils n'ont pas les connaissances. Alors, on est obligé de contribuer de savoir lire, là, les étiquettes. Oui, c'est pas évident, ça non plus. Hein, non, mais tu sais, lire ça ici, là, tu sais, le sucre, les calories, écoute, je serais curieux, des gens, si vraiment ils prennent le temps de vérifier ce qu'ils mangent. Moi, je trouve qu'on en met beaucoup sur les épaules du consommateur. Ouais, le consommateur va lire l'étiquette, le consommateur va recycler, le consommateur va acheter local. Je demandais tout à l'heure qu'est-ce qui pogne présentement, mais là, c'est l'achat local. Et je trouve que, puis je le vois, là, à l'épicerie, les gens vont, tout à coup, ils vont tourner le produit à l'envers. Puis là, on va les voir lire. C'est pas des comportements qu'on voyait il y a 10 ans, ça. Ouais. Très rares étaient les gens qui prenaient le temps. Maintenant, on le voit. Les gens magasinent avec leur téléphone. Hein? Mais c'est bien. Je pense que c'est bien, mais maintenant, je trouve qu'on les outille mal. Quand on a 10-15 minutes pour aller faire l'épicerie, chaque produit, il faut faire ça. Ouais. Alors, je pense qu'il faut aider, il faut en faire plus au niveau des épiceries, des instances gouvernementales, des regroupements professionnels, aider le consommateur. Ça nous prend des outils pour faire ça. Je parlais avec quelqu'un ce matin, l'application Yuka sur les téléphones qui nous permet de scanner un produit puis d'avoir un profilage. Maintenant, on nous offre des substituts. Si vous n'aimez pas, vous mangez tel type de céréales, puis là, l'application Yuka vous dit « ça, il y a pas mal de sucre. Voici des alternatives. » Y-U-K-A. Y-U-K-A. Je vais filer sur mon téléphone en quelque part. C'est un produit que tu achètes habituellement. Tu le scannes. Ça va te donner le barcode, puis ça va te donner tout le pedigree, puis ça va te dire, ça, il y a tel additif ou il y a tel truc qui serait peut-être à éviter, puis ça va t'offrir des substituts, des recommandations. Et je me dis, pourquoi on n'aurait pas ça présentement au Canada? Hein? Vous scannez un produit, ça vient des États-Unis, ça vient d'ailleurs. Voici une alternative canadienne. Ça pourrait être intéressant de développer ça, là. Tout à fait d'accord. On s'éloigne un peu des RH. Mais on va y revenir. C'est super intéressant. C'est ce qu'on vient dans les RH. Moi, j'avais encore des questions. Tu sais, des fois, on a une illusion d'optique, là. Puis je sais que tu t'y connais, là. Est-ce que acheter en gros format est nécessairement quelque chose d'économique ou une bonne idée? Ouais, mettons Costco. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce qu'il faut penser que tu immobilises l'argent pendant que tu fais ça. Est-ce que tu vas tout utiliser ça? Est-ce qu'il va y avoir de la perte? Par le temps que tu vas le finir, est-ce qu'il va être encore bon? Des fois, on arrive au fond de la boîte. Tu vas avoir le goût de le manger. Moi, c'est ça aussi. Pour moi, personnellement, même dans ma famille, souvent, une journée, on a le goût de manger ça. Puis le lendemain, ça se peut qu'on n'ait pas le goût de manger ça. Comme tu dis, puis ça va devenir périmé. Il y a ça. Ouais. C'est sûr que si on a une grande famille à nourrir, d'acheter en plus grosse quantité, ça peut être une solution. Je ne veux pas dire que ça ne l'est pas, mais ce n'est pas nécessairement. Il faut faire attention. C'est une illusion, des fois. Oui. Puis même, j'irais plus loin que ça. Vous prenez une boîte de céréales de 400 grammes, vous prenez celle à côté de 650 grammes au gramme.
il est fort possible dans plusieurs occasions que la plus petite boîte soit plus économique au gramme. Si on l'amène au gramme, OK. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours... Oui, moi, je l'ai vu, on avait fait un truc avec l'épicerie il y a plusieurs années de ça. Il faut faire attention parce que c'est pas parce que c'est un gros format que c'est toujours plus économique. Et après, on vient rajouter à ça, moi, j'habite au centre-ville, je le vois très bien, des petits appartements. As-tu l'espace là, pour mettre ta grosse boîte jumbo de vecteurs ou de je ne sais trop quoi? Ça aussi, c'est un peu à y réfléchir. C'est sûr que si on se met entre amis, on se dit, bon, OK, on va faire un tour chez Costco, Walmart, je ne sais trop, puis on se divise le truc. OK, ça peut être une solution. Mais de dire que les grands formats sont nécessairement une meilleure valeur, là, je pense que c'est pas toujours le cas. Okay. Ouais. Moi, j'aurais une idée d'un sujet que j'aimerais qu'on termine le podcast aujourd'hui. Je te demandais la permission tantôt de donner ton opinion. Est-ce qu'il y a des entreprises qui exagèrent ou même qui vont à l'encontre de la logique puis que c'est nuisible pour le consommateur de façon connue et volontaire? Je fais toujours attention quand je nomme une entreprise, parce que j'aime justement pas ça. Parce que des fois, une entreprise peut faire un faux pas à tel endroit, ou une industrie d'abord, fait du bien ailleurs. Là, donc, c'est pour ça que j'essaie toujours de nuancer un peu. Bon, des cas dans des industries précises. Présentement, moi, ce que je trouve dans l'agroalimentaire, c'est le sous-dimensionnement, le shrinkflation. Là. Mais ça paraît. Hein? Ça, je trouve qu'on pousse un petit peu parfois. Là, ils pensent qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Ils pensent qu'on s'en rend pas compte, les entreprises? OK. Quand on parle de sous-dimensionnement ou de shrinkflation ou de réduflation, c'est que les entreprises vont essayer de le faire sous ce qu'on appelle la barre du Just Noticeable Difference. Là, je ne sais pas comment dire en français. C'est un principe perceptuel. C'est qu'il y a une différence que tu vas remarquer à l'œil nu. OK, puis c'est autour de 10 autour, là. Hein, c'est un rule of thumb. Du contenant. Mais le nombre de grammes, non, mais tout à coup, là, je vous prenais, là, vous me vendiez 1 litre, puis tout à coup, vous passez à 750 millilitres. Là, c'est plus que 10 Mais autour de 10 à 900, mettons. Puis les liquides, c'est encore pire parce qu'on est de très, très... L'humain n'est pas un bon estimateur d'un volume de liquide. OK? On n'est pas des bons estimateurs en partant, là. On part de là. Et pourquoi le liquide plus que d'autres? Parce que le liquide, on a une difficulté. Pas capable d'être pogné. On a une difficulté à dire, ça c'est 1 litre, ça c'est 1,7 litre. C'est pas en unité, là. Dans le temps qu'on brossait, on avait de la misère. Oui. Une bière, 2 bières, 3 bières. Je te le confirme, Étienne. Prends un verre de bière, mon minou. Mais ça devient un enjeu. Les entreprises essaient de dire, on va enlever un petit 10 non, ils s'en sont pas aperçus. On va en enlever un peu plus. Ah oui? Puis il y a des cas où est-ce qu'on va vraiment en maintenant le même prix. En maintenant l'apparence, en maintenant le même prix. Oui, tout à fait. C'est ça, parce que il y a toutes sortes de trucs aussi pour le faire sans que le consommateur le voie. Puis ça, je trouve que c'est un peu malheureux de dire, pourquoi pas faire preuve de transparence. Il y en a qui le font. Il y a des entreprises, il y a un chocolatier, entre autres, là, bien connu. Eux, ils ont émis un communiqué de presse. Nous, oui, on doit maintenant procéder à la réduflation parce qu'augmenter nos prix, on sait que le consommateur nous la réduflation. Ouais. Réduflation. Réduire c'est de l'inflation cachée parce qu'on a réduit la quantité, mais on vous charge le même prix. Donc, au gramme, au millilitre, ça vous revient plus cher. Est-ce que je peux nommer le chocolatier qui parle? C'est Cherry Blossom. Cherry Blossom, ils ont réduit. Ils l'ont réduit complètement. Envers Cherry Blossom. Eux autres, ils l'ont réduit tellement qu'on les mange pas mal de ça, quoi. Non, c'est juste qu'ils ont annoncé qu'ils n'en faisaient plus. C'est ça mon gag. C'est ça mon gag. Tout le monde capote. C'est encore disponible. Il y a des magasins qui ont encore. J'ai vu ça. C'était juste pour le gag. Ils vendaient ça sur Amazon, des prix du fou. Jordan a eu peur que j'ai nomme pour vrai. Non, moi, c'était juste faire le gag de Cherry Blossom. J'aime pas des faits, parce que des fois, je trouve qu'il faut faire preuve un peu de nuance. Une entreprise peut faire un faux pas d'une certaine façon, mais peut avoir un bon produit ailleurs. Puis c'est pas évident présentement parce que, puis je veux pas déculpabiliser personne, mais il y a un perfect storm, il y a une tempête parfaite là. Les coûts d'approvisionnement augmentent, les coûts de main-d'œuvre augmentent, on le voit là, en RH. Les tarifs douaniers. Les tarifs douaniers, les transports. Le transport aussi, le transport, ça n'a plus de bon sens. Faire venir un container là, d'un pays étranger, là, au minimum, ça a triplé. Ça n'a pas de bon sens. Et là, si vous voulez un container réfrigéré, attache le truc, là, tu vas payer. Pour ça que les raisins, ça n'a pas de bon sens? Ben, c'est entre autres. Alors, tu as plein de coûts comme ça qui augmentent. Fait qu'à un moment donné, l'entreprise dit, et
dans le chocolat, la confiserie, c'est très compétitif. Alors, si j'augmente puis mes compétiteurs n'augmentent pas, les chansons que je vais perdre des parts de marché parce que le consommateur va aller ailleurs. Okay. Alors, c'est toujours, personne ne va être le premier à lever son prix. Alors, on cherche des façons, puis la réduflation, c'est souvent la façon qu'on emploie. Est-ce que dans le passé, des choses qui sont publiques, là, il y a déjà eu vraiment soit une industrie ou quoi que ce soit qui a fait quelque chose qui n'avait aucun sens ou qui a développé une tendance? Tu sais, j'ai écouté sur, je pense que c'était sur Netflix, c'était un film qui parlait des créations, des Kellogg's. Il y avait 3 entreprises de céréales, puis ils s'étaient toutes fait une entente entre eux. Ouais. Patente, là. Ouais. Je sais pas si tu as vu ça. On l'a vu avec le scandale du pain. Ouais. Je reviens, tout à l'heure, on parlait de l'érosion de la confiance. Hein. Ouais. L'agroalimentaire, c'est pas un secteur qui est nécessairement très transparent. Puis je pense que ça fait que les gens deviennent un petit peu, doutent un peu de la bonne foi, etc. Ouais. Et on se rend pas service quand on joue, là, quand on met un mur d'opacité. Parce que c'est la santé, c'est pas... Oui. Alors, je pense que ça vient un peu brouiller les cartes. Mais oui, il y a des entreprises qui, des fois, sont... ou des industries. Des manques de jugement aussi. Puis des fois, quand ça arrive, des fois, je vois un produit ou je vois quelque chose, un faux pas, je me dis, comment une décision comme ça a pu aller de l'avant. Mais des fois, c'est bonnes intentions. Il y a plusieurs années, j'avais travaillé sur le lancement d'une céréale pour Quaker Oats aux États-Unis. Juste pour vous donner un exemple. Et puis, quelques mois auparavant, le compétiteur avait lancé une céréale semblable avec du chocolat pour adultes. Ça avait vraiment pas bien marché. Alors, Quaker était assez nerveux. On avait travaillé ensemble. Il y avait du chocolat dedans, moi, etc. Et puis, il y a une décision qui est prise chez Quaker. On va payer un peu plus pour avoir un emballage cartonné glacé. Aucune marque de céréales n'avait ça. Ça a l'air niaiseux, mais c'était 2 sous de plus l'emballage. 2 sous de plus l'emballage, là, c'est beaucoup, là, à l'époque. Même peut-être encore aujourd'hui. Volume, c'est ça aussi. Et là, ça, c'est super. Puis là, on fait des prototypes. Ça a l'air bien. On lance ça, on met ça en magasin. Personne n'avait testé les prototypes en magasin, où l'éclairage est très différent des sièges sociaux ou des studios où on avait fabriqué ça. Mais non, personne ne le voyait. Ça se perdait. On voyait pas la différence. On voyait pas la différence. Alors pourquoi payer extra pour avoir un beau carton glacé? Bon, alors là, on s'est dit... Puis moi, à l'époque, je me disais, comment on est arrivé là? La compétition. La compétition, mais comment on a oublié de tester. Puis des fois, on s'imagine, puis ça, là, j'ai toute une collection d'images et d'exemples de méga entreprises qui se sont vraiment fourvoyées, là, de Nestlé à d'autres qui ont lancé des produits Nest Fluid, un produit qui a été lancé en France, même pas duré 12 mois, à des gros budgets promotionnels, puis ça a complètement... ça n'a pas marché. Alors même les géants, on pense qu'ils sont très sophistiqués, mais il y a des fois... Ça arrive qu'on ne vise pas dans le mille, puis coudonc. Ça, c'est les contenants. Tu sais, l'emballage, ça ressemble à quoi? C'est dur à dire, mais tu sais, le pourcentage... Quand on achète un produit, moi j'ai acheté une boîte de carton tantôt, du plastique, puis... tu sais, mettons... pas juste acheter un chocolat, c'est ce que tu veux dire. C'est ça. Ouais. Hein? Puis, j'ai acheté le chocolat, mais au bout j'ai acheté du plastique, j'ai acheté du carton et du chocolat. Oui. C'est quand que ça va diminuer? Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'emballage parce que la compétition, on veut se démarquer. Tu le disais tantôt. Tout à fait, oui. La couleur, écoute, c'est complètement... Déjà, il faut savoir que l'emballage, ce qu'on appelle le conditionnement, le packaging, c'est pas le plus gros pourcentage de l'empreinte carbone d'un produit alimentaire. Tout le monde pense que, oh mon Dieu, il y a du plastique, puis il y a du carton, puis ça doit être donc dommageable pour l'environnement. Je ne dis pas que ce ne l'est pas, mais ce n'est pas là qui est le plus gros de l'empreinte carbone. C'est vraiment en amont, en agriculture, dans les procédés de transformation. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'entreprises vont regarder leur méthode de production, puis vont essayer de dire, est-ce qu'on peut devenir plus efficace? Est-ce qu'on peut réutiliser certains sous-produits de notre production pour en faire autre chose? Dans le domaine du chocolat, pendant très longtemps, lors de la fermentation, on n'utilisait pas toute la cabosse de cacao. Et maintenant, il y a des entreprises, OK, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec les sous-produits du processus de transformation. On peut commercialiser ces produits-là. Mais l'emballage, je sais que ça frappe parce qu'on le voit, parce que c'est tangible, et on pense que, oh mon Dieu, oui, effectivement, ça serait bien de diminuer. Puis il y a des entreprises qui travaillent dans ce sens-là. Il y a une entreprise qui s'appelle Buller, qui est un des géants mondiaux, qui a développé un produit, un emballage
emballage compostable qui est cuit au four. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans des mills, des meuneries, des endroits où... Et on prend les sous-produits de la meunerie. Hein, on va faire la farine, puis il va rester un sous-produit. On prend ce produit-là, donc qui est agroalimentaire, qui est bio. On en fait une pâte qu'on fait cuire pour faire des emballages. Qui ressemble à du carton. Un peu comme la drèche. Du carton. La drèche, effectivement. Oui, ça ressemble un peu à ça. C'est pas de la drèche. Sous-produit de la bière. La bière, c'est le résultat des céréales qui ont... Oui. OK, je savais pas. Lors de la fermentation. Tu peux faire un carton. Non, pas un carton. Tu peux faire des craquelins, par exemple. Non, mais tu peux faire des craquelins, oui, très bon, excellent. Craquelins, et donc, avec Bullard, on a développé cette méthode-là. Donc, la composante pour faire ton packaging ne te coûte rien. C'est un sous-produit que tu allais acheter anyway. Et génial, même les meuneries vont payer des entreprises pour venir chercher ça et envoyer ça dans des pour les enfouir. Alors maintenant, on dit, ben non, on va aller le chercher pour vous. Fait que déjà, on règle un de vos problèmes. Gratuitement? Puis, bon, on fait des ententes. Oui, des ententes. Et puis, on va faire de l'emballage comme ça. L'emballage qui va avoir une plus faible empreinte carbone. Et lorsqu'on va vouloir le jeter, va complètement... Wow! On est au premier balbutiement de cette technologie-là, mais on voit que ça s'en vient. Carrément. C'est génial, carrément. Wow. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Puis cette tendance-là, tu le vois que c'est la prochaine question, c'est quoi l'avenir? Un peu les jeunes le demandent, les entreprises le demandent. Malheureusement, au niveau des chaînes d'approvisionnement, ça tarde encore un peu. Hein? Quand on essaie d'éliminer le plastique, on va prendre des ustensiles en bois, par exemple. Bonne chance, parce qu'il y a une longue liste, là, vous le voulez, vous ne l'aurez pas la semaine prochaine. Là. Ça peut être 6 mois de livraison, ça peut être... Donc, changer du tout au tout. Puis Donald Trump, il a ramené les pailles en plastique. Effectivement. Donc, c'est un enjeu. À moyen long terme, produit égal là, sur une tablette, là, le prix semblable, la quantité semblable, il y a une boîte, comme tu viens de m'expliquer, et une autre boîte traditionnelle. Certains consommateurs vont choisir la boîte compostable que tu t'expliques dans le futur. On aimerait, on espère. Je pense, surtout si on l'identifie, si on trouve... Parce qu'il y a déjà beaucoup sur notre front of pack, sur le devant de notre facing, on a beaucoup d'informations. Mais si on est capable de dire, non, cet emballage-là, vous faites vraiment un bon geste pour l'environnement, c'est pas du greenwashing, je pense que ça va arriver à séduire certains consommateurs. Peut-être pas tous, là. Non, mais certains. Je me doute de ta réponse, mais pourquoi le gouvernement oblige pas de cette... Vas-y. Voilà, je retourne à Montréal. Oui, on pourrait aimer un peu plus de leadership de certaines de nos instances, mais c'est pas toujours non plus Des fois, le gouvernement va dire, on va faire ça, oui, mais si la chaîne d'approvisionnement n'a pas été... c'est pas ajusté, on n'y arrivera pas plus. Mais au moins, on est dans cette tendance-là, puis tu vois ça de façon positive ou quoi? Moi, je le vois de façon très positive. Okay. Je pense qu'il y a toujours le danger de greenwashing auquel il faut faire très attention. Puis je pense, là, vous parlez à quelqu'un en marketing, je pense qu'il y a un volet d'éducation du consommateur, d'expliquer au consommateur. Prenez par exemple les fameuses pailles en plastique là, qu'on a remplacées par des pailles en papier. Puis là, les gens, mais les pailles en plastique, c'est pas grand-chose. Effectivement, c'est pas grand-chose. Là. Dans la pollution plastique, là, c'est pas grand-chose. Mais pourquoi la paille est importante? Parce que la paille, elle rentre en contact avec vos lèvres. Et tout à coup, ça vous sensibilise. C'est bien bizarre, ça. Oui, c'est bizarre. Et dans ce geste-là, tu viens d'être sensibilisé. Tu viens comme... Ça vient de te frapper dans la face, là, dans les lèvres. Alors là, tout à coup, ça prend sa signification. C'était un petit geste pour l'environnement. Là, les environnementalistes vont vous le dire. Mais c'est un volet, tant qu'à moi, qui vient un peu commencer à éduquer le consommateur, commencer à dire, on commence à avoir une conversation, voici pourquoi c'est important, voici ce qu'on fait pour aller vers quelque chose de mieux. Mais encore là, on met beaucoup sur les épaules du consommateur. Faut qu'à un moment donné, ces gestes-là deviennent presque l'automatisme ou l'option par défaut. C'est pour ça que je te parlais du gouvernement. Si tu n'as pas le choix, tu vas... Moi, j'ai une question de gars qui vient du milieu de l'humour. Moi, je suis du milieu de l'humour. Et je voulais savoir, est-ce que l'humour peut être un bon vecteur de promotion pour un produit? Tout à fait. Oui? Oui. C'est, en publicité, on a ce qu'on appelle des appeals, des façons de faire appel aux consommateurs. On connaît tous le sex appeal. Ben là, en te regardant, je dis pas ça là, parce que tu es devant moi, là, mais bon. Ça existe-tu le laugh appeal? Humor appeal. Humor appeal, c'est un axe qu'on peut exploiter. Il y a le scientific appeal, il y a toutes sortes d'axes qu'on peut exploiter comme ça. Humor, mais humor, il faut y faire attention. C'est pas toutes les catégories de produits. Je verrais mal un cabinet d'avocats
Barilla s'afficher avec quelque chose d'humoristique. Mais des céréales, on voit des mettons. choses qui se font dernièrement, je pourrais t'en parler, là, mais on essaie de décloisonner un peu certaines professions. En droit, là. Mais oui. Des céréales, admettons. Oui, des céréales. Je pense, il y a toutes sortes d'entreprises, je me rappelle. Du jus. Oui, ça pourrait. Rappelons-nous là, les pubs, Family Prix. Ouais. Ça, on venait d'aller chercher là, une corde sensible, une forme d'humour. Ouais. Alors, oui, c'est faisable. Ouais, c'est un bon vieux comme la terre que l'humour est puissant dans pas mal de tout. Là, je me l'ai demandé dans n'importe quoi. Dans les consommations alimentaires, je me l'ai demandé. Il y en a, on le voit. Puis il y a différentes entreprises qui jouent différentes cartes. Martin Matt. Maxi. Oui, c'est ça. Puis on parlait des médias sociaux aussi. Les médias sociaux de Maxi sont drôles. L'humour, puis je dirais l'entertainment à plus grand niveau. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est les pâtes Barilla, on parlait tout à l'heure de talent culinaire là, qui s'effritent un petit peu, puis ils ont découvert qu'il y a bien des gens qui ont discuté à faire cuire des pâtes, sont trop cuites, sont pas assez cuites, etc. Alors, c'était en 2021, enfin, il faudrait que je regarde la date, là. Ils ont fait une première playlist et chaque sélection dans la playlist matchait une pâte. Donc, vous faites cuire des linguini. Ah oui, j'ai vu ça. Vous mettez vos linguini, vous faites jouer la ça te met dans l'ambiance. Puis quand la chanson est terminée, vos linguini sont faits. C'est comme ça, j'ai vu ça dernièrement. Et là, ils ont... Ça venait avec ta playlist, la pâte. Et c'était débile. Et là, c'était Publicis en Italie qui avait fait ça. Et là, en 2024, ils ont récidivé avec une autre playlist. Et là, cette playlist-là, elle venait changer ton expérience de consommation avec les pâtes. C'est-à-dire que là, tu avais appris à faire cuire tes pâtes. On te proposait des sélections qui venaient changer ton expérience. Et ça, c'est bâti sur le... Oui, exactement. Et c'est Edelman qui avait fait, la firme Edelman qui avait fait cette nouvelle playlist-là, qui venait un peu... Parce qu'on le sait, vous êtes dans un avion... Quand vous mangez, c'est pas pareil. Non. Le bruit des moteurs, l'humidité qui est différente. Mais même quand on apporte notre propre bouffe, là, les chips sont moins croquantes. Et le playlist de Barilla, le dernier de 2024, venait jouer justement sur ces données-là, là, sur ce qu'on appelle la synesthésie. C'est un peu nos sens qui s'entrecroisent. Là. Donc, la musique vient altérer votre goût, la texture peut venir changer votre perception du goût, la couleur. On donne aux gens un chocolat chaud dans une tasse blanche versus une tasse orange. C'est le même chocolat chaud. Ils vont jurer qu'il est différent. Mais pourtant, c'est le même chocolat chaud. Utiliser le timing grâce à des chansons, c'est un concept qui vient des danseuses, ça? Ouais. Imagine. Mais c'est vraiment impressionnant, Barilla. J'ai le goût d'aller l'essayer. On peut les retrouver encore? Le playlist, je crois, est encore disponible. Le playlist Barilla, là, je crois que c'était 2021. Oui, je me semble. Le premier était en 2021, je crois, et le dernier, c'était en 2024. C'était l'année passée. C'est sûr, j'essaie ça. Dis-moi donc, Jordan, penses-tu qu'un jour, on va réussir à avoir du plaisir, tu sais, sans excès, sans, tu sais, on parlait tantôt que ça soit instantané, le plaisir, est-ce que ça existe? On va-tu réussir à arriver là? Question. Écoute, c'est des grandes questions, puis c'est drôle parce que... Pas de bonheur, là, parce que... c'est ça, le bonheur, happiness, c'est différentes choses. Pour moi, le plaisir, c'est quelque chose qui est un peu au quotidien. De dire, j'ai des expériences que des fois, je laisse filer. Puis je m'en aperçois pas. J'étais étudiant à Paris, on fait un petit bout là, de ça. Et puis ma patronne m'avait dit, tu sais, quand tu es à Paris, elle a dit, prends le temps de lever tes yeux. Puis je suis comme, de quoi qu'elle me parle? Non, mais tu sais, j'avais dans la jeune vingtaine. Et je me suis levé les yeux et j'habitais dans un petit appartement. Puis un jour, après qu'elle m'ait dit ça, je tourne le coin de rue. Puis là, je vois une plaque, puis ça dit ici, le restaurant au Rocher de Quincal, un restaurant des années. Bon, j'avais lu ça dans des livres, mais je suis comme... Mais là, ça fait 3 mois que j'habite juste à côté, puis je ne l'avais jamais vu. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a plein de petites expériences des fois, puis dans notre course, dans notre style de vie moderne effréné, on ne prend pas le temps. On laisse filer des petites expériences. On ramène ça au moment présent, au bout de la nuit. Si on veut être un peu, mais c'est ça, pareil. De prendre le temps de se savourer, que ce soit son chocolat, son café, enfin, peu importe. Puis chaque chose arrive en son temps, puis autant en emploi, de la façon qu'on va évoluer, puis les bonnes choses prennent du temps. Oui. Tu es aussi un prof de philosophie, si on comprend. Indirectement. Non, indirectement. Un peu de tout. Mais il y a un peu de philosophie autour du chocolat. Ça serait de la publicité trompeuse, si je disais ça. Là, puis je pense que mes collègues en philosogie. Non, c'était plus poétique que je le disais. Oui. Puis, admettons, là, je me permets, on a parlé de chocolat au début, là, puis il y a une question qui m'est popée tantôt, que j'ai oublié.
Mais toi, c'est quel chocolat que tu fais, genre? Celui-là. Le gars, il étudiait là-dedans. Il a fait des fois, la question que j'ai, c'est quoi le meilleur chocolat au monde? Non, mais pour toi. Mais c'est ça, c'est très personnel. C'est ça. Puis, encore là, la réponse d'un académique, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend que j'ai mangé avant. Ça dépend où j'en suis dans ma journée. Les gens disent, le chocolat blanc, c'est pas du chocolat. Ben oui, c'est fait à partir du beurre de cacao. Je suis friand du chocolat blanc. Du chocolat blanc, souvent, on entend ça, c'est pas du chocolat. Ben parce que, faut faire attention, mais normalement, c'est fait avec du beurre de cacao auquel on va ajouter du sucre, de la vanille, etc. Ça vient du cacao, ça provient du cacao. Je n'en mangerai pas juste cru, comme ça tout seul. Mais j'aime ça le marier à d'autres saveurs. En pâtisserie, avec du citron, des framboises. Pour moi, c'est des mariages. Puis encore là, pour moi, c'est la recherche. C'est quasiment un plaisir intellectuel de dire, je peux-tu faire une recette, puis là, amener ça ailleurs. Scientifique, presque. Tu sais, de dire, j'essaie de mettre de l'effort là, pour arriver vers autre chose. Mais tu sais, si votre chocolat préféré, là, c'est une Kit Kat, ben, mangez la Kit Kat, mais prenez le temps de la savourer au lieu de l'engouffrer puis de dire, c'est ça ton conseil. Bon, là, j'ai déjà fait autre chose parce que j'ai juste pas pris le temps. Puis au fil des années, on déguste autre chose. Il y a très longtemps, on disait, il faut manger du chocolat noir, là, puis le plus noir, le plus haut pourcentage, le mieux c'est. Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Les chocolatiers vont vous dire autour de 70-75 là, c'est un très beau pourcentage pour que les arômes, pour vraiment goûter. Il y en a qui aiment du 99 c'est votre cas. Allez-y fort. Mais il y a des gens, des fois, ils me disent, je vais essayer, là. C'est 90 j'ai pas aimé ça. Ben oui, ça va te décaper l'émail des dents, là, 90 Si tu es habitué à du chocolat au lait Cadbury, qui peut être très bon, ben là, t'en allais vers quelque chose à 86 tu es allé fort un peu. Allez-y graduellement. Puis là, à partir du moment où on dit, tiens, 60 pour moi, c'est bon, OK. 60 qui vient, mettons, de Belgique, il goûte pas mal crémeux, onctueux. 60 qui vient de Californie, il goûte différent, pourtant c'est le même 60 Je comprends. Puis là, on commence l'origine, le chocolatier, tout ça fait comme le vin. On dit, moi, j'aime le chardonnay. OK, mais un chardonnay de Bourgogne, un chardonnay de Californie, un chardonnay d'Afrique du Sud, je vais goûter différent, c'est le même chardonnay. Donc, le plaisir vient aussi de la connaissance. Oui, c'est ça. Ça, tout à l'heure, je disais, l'attention. Tu l'as dit, mais là, je le comprends bien. Et la connaissance, c'est de dire, je m'expose à autre chose. Plus on peut être satisfait, donc plus de plaisir. Comme ceux qui trippent sur le vin. Je peux-tu préciser ma question d'abord? Une journée que ça va pas bien. Que tu as le goût d'un petit bouchée réconfortante. Un cherry blossom. Puis le chocolat est impliqué. Qu'est-ce qui te réconforte, toi, là? Puis je sais que c'est subjectif, là. Puis ça ne dira pas que tu n'aimes pas les autres. Ça ne dira pas que tu n'aimes pas les autres. Bon, OK. Je suis très partial. J'ai mes amis chez Cantu savent très bien que j'aime un de leurs chocolats. Pour moi, Palette de Bin est aussi un excellent. Chocolat Monarque aussi. Donc, il y en a plusieurs que j'aime. Si c'est entre deux cours, j'ai pas grand temps. La Coffee Crisp, parce que c'était... c'est ça. Moi, je l'aime. Non, mais attends, là, il faut que j'explique. Il faut préciser. C'est nostalgique. On précise. Et c'était... Quand j'étais petit, on n'en consommait pas beaucoup, mais il y avait une friandise qu'on consommait parce que c'était mon père l'aimait beaucoup, puis on la partageait. Fait que pour moi, c'est relié à un souvenir avec mon père qu'on partageait une Coffee Crisp. C'était souvent le vendredi soir, après sa semaine de travail, etc. Puis c'était mon moment avec mon père. Mais ça peut être autre chose. Je comprends. Pour moi, c'est vraiment dans le moment, j'ai le goût de quoi, puis de ne pas l'engouffrer puis passer à autre chose. Tu sais, dire, OK. Puis ne serait-ce que de prendre 2 minutes, t'asseoir tranquille dans ton coin, puis dire, là, c'est ma pause Kit Kat, c'est ma pause Coffee Crisp. C'est une belle leçon. De prendre le temps de peu importe de lequel savourer. Ton préféré, c'est de prendre le temps. On court tellement après toutes sortes de choses. De juste se permettre de prendre le temps. C'est le plaisir, autant le café, tu sais, que quelqu'un qui apprête son café, prendre le temps de bien faire les choses, de comprendre ce que tu manges, de connaître ce que tu fais, on dirait plus... C'est vrai que tu peux éprouver du plaisir à apprendre. Puis que, comme on disait aussi, des fois, le plaisir, c'est dans les petites choses. Depuis tantôt, ce qu'on parle, c'est quoi? Là? C'est de prendre le temps de connaître. Tu m'as jamais dit pas besoin d'hypothéquer à la maison là, pour t'acheter un bon chocolat. C'est ça. Moi, en vieillissant, je me rends compte de ça aussi. Là, les souvenirs que ça lui déclenche. Aussi, tu sais. C'est ça déclenche. Moi, je viens de... Puis le moment présent. Dans un casse-croûte. J'ai grandi dans un casse-croûte, tu sais. Tu peux la nommer. Il y a tout le temps patate mallette. OK? Il y a tout le temps... c'était à mes parents. Il y a tout le temps, à chaque fois que quelqu'un dit « Hey, moi, ma poutine préférée, c'est tout le temps la poutine de leur propre village. » Tout le temps. Ouais. Ça me fait penser à ça, un peu le parallèle avec ta Coffee Crisp qui te ramène à ton enfance, à tes souvenirs, qui était réconfortant, qui était rassurant. C'est ça, c'est rassurant, puis qui était une récompense dans ta semaine d'aller au restaurant. Puis c'est une façon récompense, c'est une façon de garder contact avec notre passé.
Il y a des choses de notre passé, quand on vieillit, on n'a pas le choix que de les laisser aller. C'est vrai. Des illusions, des aspirations, des rêves, d'avoir une grosse job, un gros salaire, puis etc. peut-être. Ouais. Ça revient au RH. Mais j'essayais, c'était détourné. Mais pour l'alimentation, des fois, c'est une façon de garder une certaine appartenance, un certain contact. On le voit beaucoup aussi avec les immigrants qui arrivent. Puis on va changer notre habillement, on va s'adapter à l'hiver québécois, des choses comme ça. Mais l'alimentation, on va avoir la difficulté à complètement s'adapter. Et c'est pour ça que dans plusieurs villes, on a des Chinatown, des Koreatown, on a des enclaves où là, on retrouve une nourriture authentique de ce pays-là. Puis moi, j'en suis fort heureux parce que c'est le fun, ça nous permet de découvrir plein de choses. Mais ça, c'est l'alimentation. Hein, on pense que, souvent, le premier cours, quand j'enseigne aux étudiants, je dis « Pensez à votre aliment réconfortant préféré. OK? Pourquoi vous l'aimez? » Puis là, les gens, là, ça va dire, ma mère, ma grand-mère. Souvent, c'est, Ça, c'est la première couche d'explication. Continue à creuser. Comment tu le manges? Quand est-ce que tu le manges? Avec qui tu le manges? J'avais fait une étude il y a plusieurs années, puis je me rappelle, il y avait une madame, là, c'était sérieux son affaire, elle, c'était de la crème glacée. Elle dit, moi, là, elle dit, je mange de la crème glacée, mais seulement dans un bol bien particulier. Puis elle dit, si le bol est au lave-vaisselle, ou bien je ne mangerai pas de crème glacée, ou je vais le sortir du lave-vaisselle, je vais le laver pour manger ma crème glacée. Mais là, tout ça, là, c'est des détails qui viennent... La routine aussi, il y a une satisfaction dans la routine, puis du plaisir. Moi, la narrative, le script qui entoure tout ça. Hein? Puis moi, je dis souvent, maintenant, en stratégie digitale, on parle souvent du moment zéro. Moment zéro, là, c'est pas quand vous êtes à l'épicerie et vous faites un choix. Moment zéro, là, c'est dans le milieu d'après-midi. Vous dites, qu'est-ce que je vais manger? Tu sais, t'es au bureau, tu as une dure journée. Il me semble des sushis à soir. Et là, tu as une pensée qui vient te traverser le cerveau. C'est peut-être pas ça que tu vas manger, mais c'est le moment zéro. C'est le moment zéro. Si je suis GA ou si je suis une autre entreprise, que je peux venir, je peux t'envoyer un texto, je peux te mettre une pub, là, une bannière en quelque part sur un site web, te dire, sushi ce soir, ça serait bien. C'est drôle, je viens d'y penser. Il lis-tu dans mes pensées? Oui, mais on vient créer le désir, là. Hein? Ça nous est tout arrivé en quelque part, là. Une grosse journée. Excuse-moi, mais le moment zéro, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu dis? Le moment zéro. Exemple, est-ce qu'il y a une tendance de dire à telle heure, ce moment zéro-là, exemple, de planifier, paf, ça arrive là? Il y a des travaux qui ont été faits, c'était des recherches qui étaient propriété d'une entreprise, où je vais faire attention. Ils avaient découvert qu'autour de 4h30, 70% des ménages québécois ne savent toujours pas qu'est-ce qu'ils vont manger pour souper. Wow. Puis t'as raison. À 18h, mettons, à 6h. Puis là, entre-temps, je dois fermer ma journée au bureau, je dois ramasser les chemises au nettoyeur à sec, je dois ramasser les enfants, puis je dois passer à l'épicerie pour figurer qu'est-ce que je vais manger. Alors, pour les entreprises, pour les supermarchés, comme pour les manufacturiers, ça peut vouloir dire, OK, si c'est la réalité d'aujourd'hui, comment je vous propose des produits qui sont plus rapides à préparer, par exemple, ou comment, si je suis un épicier, je vous organise de quoi que vous rentrez, vous pognez ça, puis vous repartez. Puis vous avez tout... Alors, les kits, les meal kits, là, c'est un petit peu ça l'idée. Et il y a des supermarchés qui, maintenant, proposent leur propre meal kit. Les kits, vous arrivez, on vous en propose 3 différents pour la semaine. Vous prenez celui qui vous tente, puis grab and go, vous retournez chez vous. Puis là, on vous permet, entre 4h30 et entre 18h, de mettre le souper sur la table. Donc ça, on a des données là-dessus. Wow. Ouais. Puis les boîtes préparées, là, food de quelque chose, je ne me souviens pas. Là. Ça se situe où dans... Ça, c'est un phénomène qui est quand même assez nouveau. Tu veux dire les boîtes que tu reçois à la maison? Les boîtes repas, les meal kits. Les meal kits, que tu fais même toi-même ton repas. À la porte, il est livré. Là. Je n'ai pas de nom, là, mais... Il y a Good Food, il y en a eu plusieurs. Dans le style. Un des pionniers aux États-Unis, c'était à l'époque Blue Apron. Blue Apron était une entreprise qui avait quand même pas mal le vent dans les voiles et qui a fait un IPO, une offre publique, et qui s'est planté carrément. Entre autres, parce que quand on fait une offre publique, on doit soumettre un prospectus qui dévoile un peu nos grandes lignes de notre plan d'affaires, là, de notre modèle d'affaires. Et puis, on avait appris à l'époque que les frais d'acquisition pour aller chercher un nouveau consommateur pour ces entreprises-là, ça coûte très, très cher. Vous le voyez, vous les recevez probablement à la maison, là, ces cartes cadeaux-là, on vous offre 10 repas gratuits. Je me disais, à un moment donné, ils vont me payer pour que je mange leur bouffe. Là, et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à chaque 6 mois, ces entreprises-là perdent à peu près 50% de leurs consommateurs.
Okay? Pour toutes sortes de raisons. C'est pas parce que c'est des mauvais produits nécessairement. C'est que le consommateur, son style de vie change, il déménage, il y a un nouvel enfant, enfin, peu importe. Là. Bon. Et là, à chaque 6 mois, on doit remplacer ces consommateurs. Alors, le coût d'acquisition fait que si vous restez avec moi juste 6 mois, je ne ferai probablement pas beaucoup d'argent sur vous. C'est relativement nouveau là, dans l'histoire de l'alimentation. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on a trouvé le bon modèle pour faire de l'argent et répondre aux multiples besoins et expectatives du consommateur. Le consommateur, il veut frais, il veut santé, il veut pratique, il veut avec un emballage pas trop dommageable, il veut ça avec un emballage refermable, parce que si je le mange pas tout, je veux pas que ça se perde. Il y a une longue liste d'attentes. Alors, comment on fait pour lui livrer ça, toujours en faisant de l'argent, à un prix compétitif? C'est pas une formule facile. C'est d'augmenter le prix. Surtout la boîte quand il fait 36 degrés Celsius l'été. Oui, j'ai déjà eu ça. Et il y en a qui percent à travers ça. Il y a Factor présentement qui gagne en popularité. Il y en a qui... Mais moi, je dis toujours, faire attention. Là, revenons les voir dans 3, 4, 5 ans. Parce que c'est souvent là que le bas blesse. Là. Okay. Blue Apron, c'est l'ombre de ce que c'était avant. Je ne sais même pas si ça existe encore. Donc, il y en a plusieurs comme ça là, qui se sont... parce qu'après ça, il faut savoir qu'une bonne idée en attire une autre. Hein. Alors, il y avait quelques joueurs. Là, tout à coup, les supermarchés se sont dit... on peut faire ça. Nous autres, des meal kits aussi. On a plein de produits, là, des tomates qui vont se perdre. On va vous faire une sauce tomate, puis on va vous mettre ça dans un meal kit, puis on va venir... Alors là, tout à coup, il y a eu plus de compétition. Après ça, on a eu toutes ces applications-là qui sont annoncées, là, que je peux faire commander et puis livrer chez moi. On a eu la pandémie à travers ça. Fait que là, de tirer son épingle du jeu quand on est dans l'univers des meal kits, c'est pas évident présentement. Un peu comme ceux qui aussi, là, mais ça, c'est pas les épiceries, mais ceux qui ont dit, il y a des fruits solitaires là, qui sont pas de belle apparence, mais qui sont encore bonnes au goût, qui ont décidé de faire des jus avec ça. Moi, je salue l'initiative. Loop, entre autres. Loop, entre autres, exact. Essayer d'éliminer un peu le gaspillage. Mais ça parle vraiment aussi des pratiques de l'industrie. On veut des oranges parfaites, des pommes parfaites. On veut tout dans la vraie vie. Et ça, c'est une bonne façon là, de dire on va diminuer notre empreinte carbone, puis on va au moins se tourner vers ça. Mais l'industrie, les supermarchés ne sont toujours pas adaptés. Nos procédures d'achat, on met nos critères, puis on veut des oranges de telle grosseur, puis voici le maximum de produits non conformes qu'on va accepter dans une boîte ou dans une commande. On a encore des spécifications comme ça qui ne favorisent pas la d'imparfaits là, sur le plancher, sur les tablettes d'épicerie. À changer. En Europe, on s'est donné des moyens. On est peut-être un petit peu plus avancé. Les bannières ne peuvent pas éliminer ou détruire des aliments qui sont encore propres à la consommation. Donc, on s'est donné... Même si visuellement, ils ne sont pas beaux nécessairement, mais on doit trouver une façon. Puis, alors là, les bannières ont toutes sortes de stratégies pour essayer quand même d'écouler ça, transformer ça, travailler avec d'autres entreprises pour essayer quand même que certains consommateurs puissent en bénéficier. Parce que c'est pas parce que c'est poqué ou endommagé ou imparfait que c'est pas bon. Au contraire, ça peut être encore très, très bon. On a des entreprises ici, je souligne au passage la transformerie qui travaille entre autres avec Métro et avec d'autres. On prend des trucs comme ça qui sont peut-être plus vendables parce que, un petit peu endommagés. On va les chercher chez les épiciers, on les transforme en marmelade, en sauce et tout ça, et on les revend à travers les épiciers. Wow. Donc, une belle petite entreprise, la Transformerie, si vous êtes curieux. Parfait. Une belle entreprise. J'ai jamais entendu ça. Jordan, donc, le plaisir dans les petites choses. Oui. Le moment présent. Puis les petites choses à la maison comme au travail. Ça peut être au travail aussi. Hein? Prendre le temps de savourer un café avec un collègue, etc. Donuts with Darlene's. Moi, je pense que depuis notre succès d'hier, je pense qu'on va institutionnaliser ça. Newton aussi, il me semble. Avec Newton. Il est adorable, Newton. Je me souvenais de Newton. La transparence, si je retiens la transparence. Oui, aussi, il faut. Oui, le plus transparent possible. Oui, dans la marque RH puis dans les produits aussi. Oui. Jordan, ça a été un grand plaisir de. Merci à vous. Là, j'ai hâte de déguster ça. Tu le mérites avec toute la route que tu fais pour nous. J'en aurais pris encore bien plus longtemps que ça. Ça donne le goût de t'inscrire à un de tes cours. Une prochaine fois. C'est très intéressant pour vous. Merci beaucoup. On ira comme étudiant libre. On peut faire ça encore? Ça existe pas? Étudiant libre plus âgé, mais c'est correct. On accepte, on accueille tout le monde à Concordia. Merci, Jordan. Merci à vous. Merci.